invite à découvrir l'aérose de Lautrec, un des produits phares du département du Tarn en région Occitanie. En 1959, un groupe de producteurs ont formé le syndicat de défense de l'aérose de Lautrec, amené par le sénateur-maire de l'époque, François Delga, qui, persuadé que nous avions un produit d'exception, les a conduits à Paris faire la demande d'obtention du label rouge. Label obtenu en 1966, un des premiers labels rouges délivrés en France. 30 ans plus tard, une autre génération ayant pris la suite ont obtenu l'IGP, Identification géographique protégée. Aujourd'hui, c'est 160 producteurs adhérents à la démarche qualité qui façonnent l'aérose de Lautrec à la main. À Lautrec, nous sommes dans un terroir argilo-calcaire. Le commencement de la culture, justement, commence par la préparation du sol. La préparation du sol, on commence à y penser assez tôt car malgré que la plantation se passe au mois de décembre, on commence déjà à retourner le sol, à labourer le sol dès que possible à la fin du mois d'août, septembre, si les conditions le permettent, si le sol n'est pas très sec. Une fois qu'on a labouré, retourné la terre pour enfouir les matières organiques et les résidus de la culture précédente, donc enfouis dans le sol, ensuite on va passer avec une herse rotative pour couper les mottes. On va laisser le temps faire son travail, c'est-à-dire la pluie qui va améliorer la structure du sol sur le dessus. Et on va reprendre ensuite avant la plantation donc, pour affiner le sol, pour préparer le lit de semences. La naissance de l'ail en terre découle de l'égrenage d'ail. C'est-à-dire qu'on va prendre un bulbe, une tête avec tous ses cailleux et on va l'égrener. On va rigoureusement choisir les plus jolies gousses, c'est-à-dire que des gousses un petit peu abîmées, on va les écarter. On va désolidariser toutes les gousses également pour être sûr de ne pas en planter deux au même endroit, afin qu'au moment de la plantation, justement, on ait une plantation homogène et régulière. Si autrefois tout ce système-là se faisait à la main, depuis l'égrenage donc, se pratiquant autour d'une corbeille autrefois donc, en égrenant, en désolidarisant les graines du bulbe à la main, aujourd'hui nous avons une machine pour nous y aider.
avec une tête dégreneuse donc, qui va déjà mâcher un petit peu le travail et désolidariser une partie des gousses du bulbe. Et après, nous serons 4 ou 5 personnes autour d'un tapis donc, à finir le travail, et égrener et faire le choix des gousses derrière. Il y a 3 types de plantations mécaniquement. Donc la Super Prefer qui a été la première, qui consistait donc à avoir 2 personnes sur la machine avec une roue qui tournait et des pinces. Donc on mettait une gousse à chaque emplacement, une roue qui tournait et qui allait déposer donc, la gousse dans le sillon qui avait été creusé auparavant par un soc, avec derrière 2 roues qui refermaient le sillon. Depuis, ça a un petit peu évolué, mais juste en enlevant la personne sur la machine. C'est-à-dire qu'il y a une planteuse mécanique, donc toujours au même système où c'est qu'on va creuser un sillon, sauf que par gravité, le grain va tomber du caisson et se déposer et être pris du coup par une cuillère, bien souvent qu'on appelle sur une chaîne, qui va aller déposer le grain dans le sillon, avec toujours les 2 roues derrière qui vont refermer. Certains producteurs utilisent du talc donc, pour mélanger avec les gousses dans la machine, ce qui va permettre aux graines donc, de coulisser beaucoup mieux et de ne pas s'abîmer pour être planté.
Le dernier système de mécanisation donc, est la planteuse pneumatique. La différence avec les planteuses mécaniques, c'est qu'il y a un système d'aspiration où c'est qu'une turbine donc, va aspirer les grains, les coller donc, sur un disque qui va être perforé. Sur la couronne du disque, le disque en tournant va déposer les grains régulièrement donc, à égale distance l'une de l'autre. Ce système de plantation permet une meilleure régularité sur le rame. La période de sortie d'hiver et de printemps consiste essentiellement à éliminer les adventices qui arrivent par millaille. Les adventices et mauvaises herbes, tout simplement. Car si on ne les enlève pas, ça va concurrencer l'ail, donc ça risque d'enrayer un petit peu son développement, qui sera moindre. Mais surtout, ça va nous pénaliser ensuite pour la récolte. Donc on a plutôt intérêt à éliminer ces fameuses adventices. Un désherbage à titre préventif est effectué de suite après la plantation, avant que l'ail ne sorte de terre, afin d'éviter au maximum la prolifération de mauvaises herbes autant que possible en parcelle. On va passer ou bien avec une petite binette individuellement dans le champ en marchant entre les rangées, ou bien mécaniquement à l'aide d'un tracteur et une bineuse derrière, qui va nous permettre en guidant la machine de scalper et déraciner les mauvaises herbes qui poussent entre les rangées d'ail. À la fin du mois de mai, au début juin, donc une opération importante pour la culture de notre ail, c'est l'ablation de l'ampe florale. Parce que l'airose de Lautrec a une particularité, c'est que c'est un ail à bâton, donc avec une ampe florale qui va se développer. La sève va monter et développer une fleur. Et nous allons passer en parcelle, couper cette ampe florale à tous les pieds, un par un, à l'aide d'un sécateur ou d'un couteau, en fonction du choix de chacun, bien sûr. Si jamais nous ne coupons pas cette fameuse ampe florale, le pourriole, comme on dit dans notre jargon à Lautrec, la sève monterait essentiellement pour la fleur et le fait de la couper va permettre au bulbe de se développer. Si nous ne faisons pas cette action, le bulbe va rester tout petit et donc évidemment une grosse perte de rendement derrière si nous ne faisons pas cette action-là.
À la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, donc arrive enfin la récolte de notre ail. Donc, si autrefois elle se faisait essentiellement à la main, c'est qu'ils arrachaient les têtes du sol, c'est qu'ils les regroupaient, les attachaient, faisaient des paquets pour les suspendre. Depuis, cela s'est mécanisé. Et il y a deux styles, deux modes d'arrachage, de récolte. L'un qui va consister à garder un petit peu le côté traditionnel, justement, comme ça se faisait autrefois, où c'est que des machines vont extraire la tête du sol, à l'aide de courroies les regrouper jusqu'à un lieur qui lui va nouer des paquets. Ensuite, ces paquets vont être repris avec une remorque et un tracteur, où c'est que des personnes se feront passer les paquets pour bien les arranger sur les remorques, pour les amener dans un hangar et les suspendre à sécher sur des pentes sous le hangar. Il y a un autre système qui consiste à ôter les têtes d'ail du sol, qui vont monter à l'aide d'une courroie jusqu'à une scie, où c'est que le feuillage va être coupé par cette scie. Les têtes vont ensuite être amenées dans un palox. Une fois le palox plein, il sera amené à l'aide de tracteurs au hangar, donc du coup sur l'exploitation, où c'est que cette ail va sécher, mais par un séchage dit dynamique. Une fois l'ail récolté, équeuté et amené au hangar, on va donc le déterrer afin d'ôter toute la terre, qu'il sèche dans les meilleures conditions possibles, ce qui permettra donc de faire passer l'air beaucoup plus facilement entre les têtes. Un gros ventilateur va insuffler de l'air dans les palox qui seront fermés au bout. Cet air va traverser les palox, donc traverser la masse d'ail afin de les sécher. Contrairement aux paquets qui vont être suspendus, qui est un séchage traditionnel.
c'est faut dire comme ça. Il va presque plus, il pleut là, il se va vraiment. On entre? Une fois l'ail sec, il va être repris pour être pelé et conditionné. Alors ça va consister en, dans une première étape, couper donc, la partie racinaire, couper la tige. Ensuite là, il va être déshabillé à l'aide d'un couteau. Tout se fait manuellement, hein. Les racines sont coupées avec un sécateur et les peaux vont être ôtées à l'aide d'un couteau, jusqu'à laisser qu'une seule peau qui va être translucide et fine et qui va permettre de faire ressortir la couleur rose des cailleux. Parce que l'ail rose de Lautrec, il faut savoir que le rose est donc contenu autour des cailleux et non sur les peaux recouvrant le bulbe. Le conditionnement le plus traditionnel et le plus emblématique de notre production est bien sûr la manouille. Alors la manouille, pourquoi la manouille? Parce qu'en patois, on disait en manouillant, parce que ça se faisait à la main, c'était manuel, donc le nom a dévié à la manouille, et le nom est resté donc, depuis. Alors ce n'est pas des tresses comme pour d'autres types d'ail, parce que les autres types d'ail justement ont une tige souple, n'ayant pas d'ampe florale. Nous avons donc un ail à bâton avec cette ampe florale qui va sécher et qui va devenir raide comme un bâton. Du coup, on ne peut pas le tresser et on va être obligé de l'attacher avec une ficelle. Donc ficelle rouge pour l'ail rose de Lautrec. Donc ça va consister à le peler jusqu'à la dernière peau en gardant bien la tige et en l'appelant également. C'est un travail très minutieux et fastidieux. Il faut bien sûr mettre en avant toutes les têtes d'ail et bien les aligner pour confectionner cette manouille. L'ail rose de Lautrec, une fois prêt à être commercialisé, est acheté par des négociants privés ou bien la coopérative, en plus de ceux qui font de la vente directe sur les marchés. On peut le trouver sous différentes formes, que ce soit donc, des manouilles, que ce soit en plateau, ou dans ces cas-là on le trouve pelé jusqu'à la dernière peau, qui va faire ressortir la couleur rose des cailleux. Mais également on peut le trouver sous forme de filet. Le conditionnement en filet. Alors il y a aujourd'hui 6 ateliers de conditionnement sur Lautrec, dans la coopérative et chez des négociants. Donc les producteurs vont livrer de l'ail pelé, ça va être de l'ail labellisable. Et l'atelier de conditionnement donc, a la responsabilité de sélectionner et de labelliser cet ail. Donc ça va être un tri rigoureux, bien sûr, des bulbes qui vont être mis sous filet. Il va y avoir, il va être palpé, bien scruté tête par tête pour être mis sous filet. On n'ôte pas toutes les peaux, on laisse plusieurs épaisseurs de peau afin de le protéger pour ne pas qu'il s'abîme lors de la mise en filet. Dans ce cas-là, on ne voit pas la couleur rose du caillou.
Donc plusieurs conditionnements, il y a le filet 3 têtes, 250 grammes, 500 grammes, en fonction des demandes bien sûr du client en face. C'est un conditionnement qui sera surtout destiné au marché grande et moyenne surface. À ce jour, beaucoup de demandes essentiellement en France, mais également à l'étranger. Comme tout produit de qualité et de renom, nous, producteurs, sommes fiers de notre produit, bien sûr, Aérosolautrec, et nous avons surtout une envie communicative de faire partager notre produit et de le mettre en évidence. Chaque année, depuis le début des années 70, nous mettons à l'honneur notre produit le premier vendredi et samedi du mois d'août. Nous sommes fiers de montrer notre produit sous plusieurs angles, que ce soit au niveau de la production, que ce soit la confection de manouilles et les différents concours, tels que le concours artistique, le concours grappe producteur, le concours tarte à l'ail rose et bien d'autres. Avec également la participation de la confrérie de l'Aérosolautrec qui invite et reçoit plus de 70 confréries venues de la France entière. La confrérie est une belle ambassadrice de notre travail car elle sillonne la France et participe grandement à sa promotion. Cette fête permet également de fédérer les producteurs ainsi que des acteurs locaux du village. Mais au-delà de ça, il y a une certaine dynamique autour de notre filière, notamment économique, car il y a beaucoup de saisonniers également donc, qui sont embauchés, que ce soit pour le conditionnement de l'ail, que ce soit la coopérative, chez les négociants, que ce soit par les producteurs, que ce soit tous les jeunes qui viennent pour récolter l'ail pour se faire 4 sous pour l'été derrière. De l'engouement, de la chance qu'on a également aussi, parce qu'il y a vraiment un phénomène de groupe, d'équipe, de famille, tout simplement, de famille. C'est ça, autour de l'Aérosolautrec. C'est plusieurs générations avant nous, donc c'est un petit peu un relais qu'on va se passer. Et on a à cœur donc, de respecter le travail qui a été fait par nos prédécesseurs et surtout de continuer à transmettre aux générations à venir. Et je souhaite réellement que cette transmission se pérennise encore longtemps sur plusieurs générations derrière. Et j'aimerais vraiment que dans 100 ans au moins, voire plus, on continue de parler de l'Aérosolautrec.